l'an 2 se termine en décembre 65 et le Parti communiste cherche à faire un peu la même chose. C'est Valdez-Crochet. Valdez-Crochet est malade, il sera remplacé par Georges Marchais et la Germanico s'arrêtera. Et les deux autres? Et les deux autres, ben le troisième, c'est Malraux. Malraux, lui, il occupe le ministère de la Culture. Il a aussi une surface considérable. Puis il occupe les éditions Gallimard. Hein, il est très puissant chez Gallimard. Il est éditeur. Il est éditeur. Il est éditeur de l'univers. Et son chef de cabinet à rue de Vallot, Beuret, est aussi le secrétaire général de Gallimard. Pierre Laurent m'a dit, lorsque je suis arrivé chez Gallimard en 1965, j'ai demandé à ce que mon bureau soit repeint. Et Beuret, qui était chef de cabinet de Malraux à rue de Vallot, il a dit non, il ne serait pas repeint. Vous voyez, Malraux avait un pouvoir considérable dans la maison de Gallimard à ce moment. Et donc ça, le quatrième. Le quatrième, c'est ça. Sartre, il a les temps modernes. Il y a les temps modernes qui a aussi un poids considérable. Mais ces 4 hommes sont très bousculés au cours de cette année. C'est le début. Ils sont remplacés. Le dégagisme. C'est le dégagisme, oui. Ils sont remplacés par des gens qui, en vérité, ne sont pas tellement plus jeunes, hein, parce que ceux qui les remplacent, c'est Lacan, qui a le même âge que ça. Lacan publie les écrits en 1966. C'est Lévi-Strauss, qui est de la même génération, qui est le père du structuralisme, qui a fait de la linguistique la science pilote, qui remplace dans les sciences humaines les humanités classiques. Mais Lacan et Lévi-Strauss, ils ont l'âge de ça. Le troisième, c'est Barthes, qui est un peu plus jeune. Barthes, la polémique, c'est l'année 66, c'est la polémique avec Raymond Picard. La Sorbonne contre la nouvelle critique, le livre de Raymond Picard, nouvelle critique, nouvelle imposture, la réponse de Barthes, critique ou vérité. Donc là aussi, il y a un passage de relais. Et enfin, le quatrième, c'est Michel Foucault, un petit peu plus jeune. Michel Foucault qui publie Les mots et les choses en 1966, un des premiers volumes de textes des sciences humaines, et qui dit enfin, on en a fini avec le 19e siècle, on en a fini avec Sartre. Donc c'est renvoyer Sartre au 19e siècle, à cette philosophie de l'homme, de la conscience, de l'identité, avec laquelle le structuraliste a terminé. Puis le cinquième, c'est Althusser, qui publie pour Marx et lire le Capital, en école 65-66, et qui est une sorte de comme Lacan retourne à Freud, Althusser retourne à Marx, l'idée d'un retour au texte. Vous voyez que ce sont des gens qui ne sont pas tellement plus jeunes en termes de génération, mais qui, font un dégagisme assez considérable au cours de l'année 66. Oui, et alors, bon, ça c'est dans le domaine intellectuel, mais en fait, lui balaye absolument tous les domaines de la culture, on parle beaucoup de cinéma. Alors, le cinéma, c'est une année considérable pour le cinéma. Ce qui m'a un peu relancé dans l'écriture du livre, c'est qu'il y a 3-4 ans, la Cinémathèque m'avait demandé, à Paris, m'avait demandé de présenter des films. J'avais un peu envie de me remettre au livre et je me suis dit, je vais présenter des livres qui sont tous sortis en un mois au printemps 66. Et j'ai présenté quelques chefs-d'œuvre au hasard d'un hasard récent avec Anne Wiazemski, qui a le second rôle, après l'âne. Anne Wiazemski, petite fille de Montréal, et qui rencontre sur le tournage Godard. Le deuxième film que j'ai montré, c'est Masculin-Féminin de Godard, qui est tourné en décembre 65 pendant la campagne présidentielle. Godard vient de sortir à l'automne Pierrot Fou. Mais j'ai mis l'accent sur masculin-féminin parce que c'était une vraie chronique de l'année. Le grand mot dans masculin-féminin, c'est la contraception. C'est un film sur la contraception, sur les rapports entre les jeunes. Godard, qui a déjà plus de 30 ans, il ne comprend rien aux jeunes de maintenant. Et c'est une sorte de documentaire sur les jeunes de
troisième film que j'ai montré, c'est La religieuse. Puisque La religieuse est interdite au printemps, censurée. Ça fait partie d'ailleurs. À l'origine, ça fait partie de ses affaires. Des affaires contre Malraux, là. Contre Malraux. On a passé Malraux parmi les gens. Malraux, ministre de la Culture. En vérité, il n'y est pour rien, parce que Malraux, il est complètement HS à ce moment-là. Il est à la lanterne. Là, on n'arrive pas tout à fait d'accord. Non, je pense pas qu'il est totalement HS. Mais enfin, il a été très bousculé par des attentats. Il est très peu présent au ministère en ce moment-là, et en fait, il ne voulait pas s'occuper des censures de films. Les censures de films étaient faites par le ministère de l'Information. La solution, les films se passaient à l'information. Donc, la religieuse est interdite, mais Malraux signe l'autorisation de présentation de la religieuse au Festival de Cannes, ce qui est une bonne contradiction du régime d'ordre moral de ces années-là. On n'a pas le droit de voir le film dans les salles, mais à Cannes, on le montre et il représente la France. Vous comprenez du courant. En tout cas, c'est encore un très grand film. J'aurais aimé en montrer d'autres. Il y a le film ah non, je crois que j'ai montré aussi, je ne sais plus, La guerre est finie, le film de René, grand film avec Yves Montand, sur justement la fin de l'engagement du Parti communiste. C'est Léon Richard qui est l'auteur du livre. Non, parce qu'en même temps, c'est pas il y a toute une série de très grands films. Mais en même temps, les grands succès, c'est que. En même temps, le grand film de l'année. Le gendarme à New York. Le grand film de l'année, c'est La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille. Qui est un record du cinéma français, toute catégorie. Et ça nous montre bien aussi qu'une année est faite de. Il y a aussi le Cornio, de cultures différentes. Et puis il y a Goldfinger. Voilà, c'est ça les hits de l'année cinématographique. Gérard Rouy, le gendarme à New York, donc écrit La Grande Vadrouille. Alors il y a quand même Paris Brutile aussi, les et ça nous montre bien qu'on doit tenir compte à la fois d'une, ce qu'on appellerait une haute culture. Et il y a un homme et une femme. Bon, et puis, si on peut ajouter, il y a les Demoiselles de Rochefort, qui est tournée pendant l'été, qui sortira au début 67. Parce qu'il faut toujours faire très attention à ce qui est en cours de production au cours d'une année et qui sortira juste après et qui est aussi symptomatique de ce qui est l'esprit d'une année. L'esprit de l'année 66, c'est ce qui sort en librairie en 67 et ce qui sort au cinéma en 67. Et les deux plus grands livres de 67, ce sont Les Anti-Mémoires de Malraux et Blanche l'oubli d'Aragon. Ce sont des livres qui, d'une certaine manière, sont des productions 66, peut-être aussi importantes que les livres qui sortent en 66. Et j'ai parlé des Demoiselles de Rochefort, qui sort un peu après, où on a aussi l'actualité de 66. Blanche l'oubli est un livre qui, pour moi, était très intéressant, parce que Aragon commence à l'écrire en septembre 65 et finit par rédaction à l'été 66. Et on a toute l'actualité de l'année qui passe dans le livre. Alors, parmi les affaires, vous citez quelque chose de très très important qui est le basculement en 66. Alors, il y a des chapitres. Moi, on a eu des chapitres à la fin, donc on parle de Proust, on parle de Jocky et Antoine, les cheveux longs, les courts, etc. Enfin, on n'est pas limité aux domaines intellectuels, loin de là. Mais vous parlez de ce que vous avez appelé l'affaire Treblinka. En 66, c'est aussi le basculement sur l'histoire de la. J'en dis rapidement un mot avant que tout le monde se sépare. Oui, le dernier chapitre s'appelle l'affaire Treblinka et il porte sur le grand succès d'un autre best-seller de l'année qui s'appelle Treblinka par Jean-François Steiner, qui est une histoire romancée du camp de Treblinka. Et c'est à travers ce livre qui s'est vendu à 300 000 exemplaires dans l'année que beaucoup de Français ont découvert le génocide des Juifs par les nazis. Autrement dit, la solution finale. Jusque-là,
on disait que les gens étaient morts en déportation. On ne faisait pas de différence entre camps de déportation et camps d'extermination. Bon, c'était le phénomène des camps. Et il se trouve qu'au cours de l'année 66, il y a eu deux affaires. L'affaire Treblinka, puisque ce livre a soulevé une énorme controverse à cause de non seulement sa dimension romancée, à partir de témoignages, mais aussi parce qu'il faisait l'éloge de la révolte qui avait eu lieu à Treblinka contre la masse des Juifs qui s'étaient laissés emmener à l'abattoir comme des moutons. L'expression à l'abattoir, menés à l'abattoir comme des moutons, écrite par un jeune juif qui avait été dans les kibbutz, dont le père était mort à Auschwitz, qui avait été parachutiste en Algérie, qui faisait en somme l'éloge de la force et de la résistance contre une supposée passivité des Juifs. Évidemment, ça a soulevé une énorme controverse, et ce qui fait qu'on a parlé de ce livre pendant toute l'année. Et l'autre livre de l'année, c'est Eichmann à Jérusalem, L'essai sur la banalité du mal de Hannah Arendt, qui est publié à l'automne, et qui lui a aussi soulevé une énorme controverse. Un, parce qu'il disait qu'Eichmann n'était pas un antisémite farouche, mais un fonctionnaire zélé. Et deux, que les conseils juifs avaient eu une responsabilité dans le rassemblement des juifs, dans l'identification des juifs auprès des nazis. Donc, ce qui était une thèse, les deux thèses étaient erronées de la part d'Hannah Arendt, et les deux thèses ont soulevé une énorme controverse, si bien que ce que je dis, c'est que si les Français et les Françaises, en janvier 66, pouvaient ne pas faire de différence entre camps d'extermination et camps de déportation, à la fin de l'année, ils ne pouvaient plus, tellement il avait été question de cette affaire, ils savaient ce qu'était la solution finale. Et je vois bien un symptôme là aussi de cela, que dans la première traduction d'Eichmann à Jérusalem, que Pierre Nora a publié en octobre 66 chez Gallimard, premier titre de la collection Témoins, le mot Final Solution d'Hannah Arendt n'était pas traduit par solution finale, mais par solution définitive. Ce qui pour nous paraît totalement étonnant. Mais ça prouve que l'expression solution finale n'était pas encore une expression, une locution en français en 65. Et à mes yeux, l'expression solution définitive, choisie par la traductrice, c'était encore une forme d'euphémisme, encore une forme d'atténuation, comme si définitif, ça pouvait être une solution qui enverrait les Juifs vers le Mozambique ou quelque part. Et ce n'était pas encore la solution finale. Donc là encore, il me semble que cette année est une année de bascule, et immédiatement après, en 67, sera publié le premier livre sur la rafle du Veldiv et la compromission de Vichy et de la police française dans cette rafle. Donc il y a vraiment un moment de bascule du point de vue et de la solution finale et du rôle du régime de Vichy dans le sort des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Oui, il y a beaucoup de terrain sur lequel c'est une année bascule. On n'a pas du tout le temps de parcourir l'ensemble du sujet, mais c'est extraordinairement riche, nous y trouverons absolument tout. C'est important sur le 66, y compris ce qui est important dans la vie d'Antoine Compagnon, à la fin de cette œuvre. C'est une forme aussi de retour sur son propre histoire, mais je vous laisse découvrir les raisons pour lesquelles il peut écrire ça et faire l'aveu final, pour le coup. C'est de lui qui parle, et de nous. Merci. Mais encore beaucoup d'autres choses. On n'a pas parlé des étudiants. C'est l'année du boom de l'université. Vous voyez, ça, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. De la réforme de l'université qui date de 66, qui a créé l'université dans laquelle on vit toujours. C'est-à-dire la suppression de la sélection à l'entrée à l'université. De 66. Voilà. Il faut nous séparer.